N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togovi News. Taxi Presse. Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Irrigator et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité. Les azimuts, nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h45 avec Saint-Irrigator. Nous n'aimons pas le conformisme, mais des débats contradictoires pour la vie démocratique. Taxi FM, la radio géniale. Taxi Presse. Madame, Messieurs, bonjour à tous, bienvenue, nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé, Taxi Presse, la grande messe de vendredi, c'est le dernier numéro de la semaine, curieusement c'est le premier numéro de ce mois de février et l'équipe est en place sauf une rédaction qui ne sera pas représentée aujourd'hui. Alors autour de la table, Abi Alpha Isotou, le patron du journal Le Rendez-vous, Fabrice Pétiesi, le patron du journal Libéral, Loïc Lawson, le patron du journal Flambeau des démocrates et Ferdinand Haïté, le patron du bi-hebdomadaire L'Alternative. Ensemble, nous reviendrons sur les grands sujets de l'actualité, notamment les premières décisions issues du premier conseil des ministres du gouvernement Classou 2, la libération provisoire accordée aux personnes faisant l'objet d'une procédure d'information judiciaire pour des faits criminels. Le but, apprend-on, c'est de décrisper le climat politique encore tendu par endroits. Ça nous amènera forcément à revenir, si vous voulez, sur les réformes politiques. On reviendra aussi sur la dernière sortie de Monseigneur Philippe Fanoko Bodjo. Montre-t-il la voie ou roule-t-il pour un camp? On va poser clairement la question. Retour en studio avec mes confrères avant que Loïc et Fabrice nous rejoignent sur le plateau puisqu'ils sont presque dans le couloir. Bonjour Abi Alpha Isotou. Ouais, bonjour confrère, bonjour à ta rédaction, à tous ceux et celles qui nous écoutent. Bonne prière de vendredi à la communauté musulmane. Vous allez bien? On rend grâce à Dieu. Parfait, merci de nous avoir rejoints. Bonjour Ferdinand Haïté. Bonjour Eric, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Un coucou particulier à Fidélia et puis à tous les amis. Très bien, nous saluons toute la diaspora togolaise en Occident et celle qui est aussi sur le continent africain qui nous suivent régulièrement et très religieusement, on va dire, sur taxifm.tg. Je voudrais qu'on commence par cette information que nous avons balancée cette semaine parce que aussi le confrère La Symphonie en a parlé. Nous avons au téléphone Yves Gallet. Yves, bonjour. Bonjour Eric. Alors Yves, cette semaine nous avions parlé d'un kidnapping au niveau d'Agbelouvé. Visiblement, les choses ont évolué, hein? Oh oui, la situation a évolué. D'entrée, je voudrais faire une précision pour essayer de rétablir les faits. Oui. Il s'agit des Peuls. Les ravisseurs sont des Peuls et puis les otages sont également des Peuls. Ah, d'accord. La précision est très importante. D'accord, très bien. Bon, maintenant, disons que les otages ont finalement été libérés hier soir. Et ce, grâce à l'intervention des forces de sécurité. D'après nos informations, l'opération de libération a été conduite par des éléments de la direction centrale de la police judiciaire, la fameuse DCPJ, et des éléments du groupement de gendarmerie de Tchélié et des éléments du commissaire principal Combatté et directeur maritime.
l'opération a été placée sous l'autorité de ce dernier, c'est-à-dire le commissaire Combaté. Et d'après les premiers éléments recueillis, l'opération s'est déroulée sans coup de feu, sans rançon. Il n'y a pas eu capture des ravisseurs. Et ces derniers sont actuellement en fuite et activement recherchés. Sur les détails de l'opération, nous ne pouvons pas en dire plus, puisque d'après l'officier contacté, pour les secrets de l'enquête, ils ne peuvent en dire plus pour le moment. En tout cas, nous pouvons dire chapeau aux forces de sécurité et retenons que les otages ont été libérés. Ce matin, quelques minutes avant que je ne passe à l'antenne, Eric, les otages étaient interrogés par les enquêteurs, et sûrement pour recueillir une mine d'informations utiles à l'efficacité de la chasse aux ravisseurs. D'accord. Et il faut saluer également la coopération des forces de sécurité avec la presse dans cette affaire. Les lignes ont beaucoup bougé depuis l'alerte lancée par le système d'information du journal Symphonie. Le DG de la police, M. Koudou, personnellement, s'est hautement impliqué dans la résolution de ce problème. Et aujourd'hui, il y a un aboutissement heureux, c'est que les otages ont été libérés. Alors, les preneurs d'otages, justement, Yves Gallet, réclamaient 1 million de francs CFA. Après, lorsqu'ils ont pris une deuxième personne, réclamaient 5 millions de francs CFA. Ils avaient même donné une date à l'issue de laquelle ils pourront passer quand même au pire en assassinant donc les deux otages. Alors, vous nous dites qu'il n'y a pas eu de paiement de rançon, hein? Oh oui, je l'ai précisé. J'ai dit que d'après les premiers éléments recueillis, l'opération s'est déroulée sans coup de feu, sans rançon. Oui. Et malheureusement, il n'y a pas eu capture des ravisseurs. Ils sont toujours en fuite. Et nous pouvons dire que c'est un danger, mais je crois que d'après les informations, il y a un dispositif qui est mis en place pour rapidement coincer ces ravisseurs. D'accord, très bien. Écoutez, merci quand même de nous être revenus puisque l'information est partie de chez vous et quand il y a un aboutissement, il va falloir qu'on réinforme ou on informe de nouveau nos concitoyens, nos auditeurs. Merci beaucoup Yves Gallet. Merci Eric. Allez, bonne journée. Bonne journée aussi. Alors, retour en studio. Bonjour Loïc Lawson. Bonjour Est-ce que c'est inquiétant ces situations-là parce que nous avons appris que c'est un phénomène récurrent dans la zone, la région des plateaux. Bon, moi, un petit peu vers le Zio également. C'est la première fois que je l'apprends. Ah oui, c'est vrai? Oh, oui, j'avoue que c'est la première fois que je l'apprends. Je ne sais pas que c'était un truc qui était récurrent là-bas. Bon, le plus important, c'est ce que Yves nous dit là. Et les otages ont été libérés. Maintenant, dans quelles conditions, comment ça a été? Il nous dit qu'il n'y a pas eu de rançon, il n'y a pas eu de tir de feu. Maintenant, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qui a joué l'intermédiaire? Alors, vas-y chercher ci-dessous, il n'y a pas encore d'autres business, c'est-à-dire d'autres personnes, non, je viens, d'autres personnes bien placées qui veulent faire encore des affaires, comme ça, sur le dos de, je ne sais pas, du contribuable. Tout, là. Non, mais on me dit qu'il n'y a pas eu coup de fil. Oui, il n'y a pas eu coup de feu, c'est une bonne chose, oui. Pas de rançon payée. Il y a eu d'intermédiaire, il y a eu d'intermédiaire. Oui. Ben oui, partout, on sait comment ça se passe. Habituellement, il y a toujours, s'il n'y a pas... Et même apparemment, c'est une opération coup de poing, mais bon, il n'y a pas eu quand même de sang qui soit versé. Oui, maintenant, c'est-à-dire si on me dit qu'il n'y a pas eu d'intermédiaire et que les messieurs sont arrêtés, c'est-à-dire les ravisseurs sont arrêtés, je comprends. Mais là, les ravisseurs ne sont pas arrêtés. Il n'y a pas eu d'intermédiaire, tout ça, c'est un peu, bon, pour moi, il y a encore flou. Pour moi, il y a encore du flou. D'accord. Abi Alpha, un mot aussi de je crois que très souvent, dans des opérations de ce genre, même s'il y a eu remise de rançon, on vous le dira pas, parce que ça fait partie du secret de la police aussi. Puis informer l'opinion comme quoi par rapport à ça, il y a une en même temps, on ne peut pas payer les rançons et que les ravisseurs soient en fuite. Non, ça c'est clair, On paie les rançons, on ne trouve pas les ravisseurs. Ça c'est clair. Mais très souvent, même quand on dit on a payé rançon, c'est que on n'a pas trouvé les ravisseurs. Mais quand on dit qu'il y a eu échange de tirs et que finalement on a libéré les victimes, il est souvent possible qu'on prenne certains ravisseurs. Donc ici, nous on ne veut pas trop rentrer dans les détails de ces informations. On n'en a d'ailleurs pas besoin. L'essentiel que
les victimes soient libérées. Mais ce n'est pas la première fois que ça se passe, malheureusement. C'est en ça qu'il faut appeler aux autorités, parce que notre pays est passé, maître. Vous vous rappelez, nous avons beaucoup péroré il y a quelques années, comme quoi, à un moment donné de notre histoire, le pays a dépensé pas moins de 7 milliards pour acheter auprès des Israéliens du matériel de course. Cette information circule depuis au moins 10 ans. Après ça, d'autres matériels plus sophistiqués a été acquis auprès toujours de la même puissance. Ça veut dire que l'autorité publique est assez étoffée pour les écoutes. D'abord, la preuve est faite tous les jours quand, sur le plan politique, on cherche quelqu'un. Donc, il faut qu'on mette aussi cette énergie dans ces zones-là. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand on me dit actuellement que les gens sont libérés, on n'a pas arrêté les criminels, ça fait un peu flou, quoi. Parce que très souvent, nous savons qu'il y a des gens haut placés qui ont de grands cheptels, qui ont remis à ces gens de personnes qui s'occupent du cheptel dans des zones comme ça. Et très souvent, il y a des relations insoupçonnées entre certaines autorités et des gens comme ça. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on fasse un effort pour que ça ne se répète pas et que les discussions soient prises dans des zones. Oui, nous savons qu'il y a dans les zones Mango, Atakpamé, venant vers Anier, des phénomènes comme ça sont fréquents, c'est pas bien. D'accord, très bien. Ferdinand, vous avez une là-dessus. Fabrice, en arrivant, vous nous écoutez quand même dans le véhicule. Oui, bien évidemment. Bon, en fait, je crois qu'il y a le confrère Loïc et Abi qui doute un peu de comment est-ce que on n'a pas réussi à prendre les ravisseurs, comment est-ce qu'ils ont lâché les otages. Moi, je crois que bon, c'est une hypothèse, hein, c'est aussi possible qu'ils avaient quand même les otages avec eux, et quand ils ont appris qu'il y a une opération en voyant l'envergure, ils puissent lâcher également le butin pour disparaître dans la nature. Ça aussi c'est possible. Ouais, donc, mais en ce qui concerne payer la rançon, moi je ne sais pas c'était qui les otages et qui peut dans ce Togo-là utiliser 1 million ou 5 millions pour qu'on libère des gens dont on ignore encore l'identité. Parce que généralement, les prises d'otages, c'est que l'otage représente très souvent, bon, c'est vrai que quand on prend la culture occidentale, eux, quel que soit le citoyen, ils mobilisent tous les moyens pour le libérer, mais chez nous, je ne vois pas tellement très souvent cette solidarité-là, et donc ça m'étonnerait qu'on ait remis de l'argent. Moi, je crois qu'ils ont lâché sans doute le butin et ils sont partis parce que ils ont eu vent qu'il y a quand même quelque chose qui est organisé pour pouvoir les prendre. Très bien. Ben, écoutez, nous parlerons politique tout à l'heure, mais je voulais qu'on évoque encore 2 petits sujets. Et on va commencer par ce qui peut nous intéresser un petit peu, les médias. La télévision togolaise, ça fait quand même plusieurs mois, plusieurs semaines qu'il y a des informations qui nous parviennent de la télévision togolaise, de tout ce qui se passe à ce niveau, puisqu'il y a eu quand même un audit qui aurait révélé pas mal de malversations financières à la télévision togolaise. Nous savons que depuis un bon bout de temps, la télévision n'a pas encore de directeur. Il y a un directeur intérimaire, c'est vrai, mais que voilà, il y a des petits problèmes, pas forcément sous l'intérimaire, mais un peu avant. Ferdinand, vous en avez parlé la semaine dernière. On n'avait pas eu le temps vendredi dernier de revenir sur le sujet. Mais vous évoquez des ristournes en réalité du Trésor qui seraient au cœur d'une certaine tension à la TVT, c'est ça? Oui, mais je crois que c'est réglé depuis, je crois, 48 heures. J'ai vu circuler dans les forums WhatsApp un communiqué qui appelle qui invite les employés à venir chercher leur part de cette ressource-là. Oui, en fait, de quoi il s'agit? Vous savez que les médias d'État font également des recettes. Il y a les communiqués, il y a comme Togo Presse, Radio Lomé, tout ça, ils font des publicités. Et la télévision togolaise fait énormément de publicités, ont beaucoup d'argent. Et donc cet argent est versé au Trésor, et en fin d'année, le Trésor envoie des ristournes pour gratifier. Donc le 13e mois habituellement. Oui, c'est un truc de ce genre. Et donc cette année, l'argent a voulu prendre des destinations un peu inconnues, et puis bon, les gars, ils se sont agités un peu. Et finalement, il semble que l'argent était au ministère, selon la déclaration qui leur a été faite par leur directeur intérimaire. Et depuis, je crois que cet argent a été débloqué, et d'où le communiqué qui est sorti invitant chacun à passer à la caisse. Mais le gros souci, c'est que là, actuellement,
il y a le comptable en chef et le chef publicité qui ont été relevés de leurs fonctions parce que l'inspection du Trésor est passée par là. On a découvert quelques anomalies dans la gestion et tout. Et leurs passeports sont pour le moment confisqués. Ils continuent d'aller au boulot, mais ils n'assument plus ces responsabilités-là le temps que les investigations aboutissent. Visiblement, les recettes qu'ils ramassaient sur les publicités, tout ça, une grande partie prenait une autre destination. Il y avait des reçus qui étaient délivrés à main et tout. Et je pense que l'affaire... À la TVT? Oui, je pense que l'affaire est même au niveau de la haute autorité. Oui, Aplicia. Voilà, c'est tout ça. Et bon, voilà, généralement. Normalement, avec les recettes que la télévision nationale fait souvent, ils auraient pu faire des rénovations en attendant même que l'État n'envoie de l'argent. Vous voyez aujourd'hui les locaux de la télévision nationale, c'est pas gai pour nous qui sommes dans les médias, alors qu'il y a beaucoup d'argent qu'on brasse là-bas. Je fais la même critique sur Togo Presse. J'ai vu hier Togo Presse de la journée d'hier qui est sorti vers 10h ou je sais pas 11h, alors que les journaux privés sortent déjà à 5h du matin, avec la photo du premier conseil des ministres qui était une photo qu'ils ont mis à la une, mais qui ne reflétait pas vraiment ce qu'il faut. Je pense qu'il y a des améliorations à faire. Aujourd'hui, tous les quotidiens d'État dans notre sous-région et même en Afrique centrale sont en couleur. Il faut mettre les gens au travail, il faut acheter du matériel. L'argent que la publicité rapporte, parce que quand vous prenez Togo Presse par exemple, la moitié des pages, je pense que c'est totalement la publicité. C'est souvent où il faut rationaliser tout ça, mettre les gens au travail, parce que vous avez plus d'employés que de travail aujourd'hui à Edi Togo et Togo Presse réunis. On a tellement recruté les gens là-bas, on ne sait même pas ce que les gens font. La TVT, même chose, les studios ne sont pas bons, les caméras ne sont pas vraiment professionnelles, l'endroit même, c'est pas vraiment ça. Et lorsque on constate que ceux qui ont la responsabilité de gérer les sous, eux-mêmes réalisent des choses qui vont au-delà de leur salaire en ville. Les gens ont 4 ou 5 maisons, des écoles. Alors que cet argent-là, on aurait pu l'investir pour la rénovation des locaux, des immeubles, des toilettes et tout ça. Je pense qu'il y a un travail que le nouveau ministre de la communication doit vraiment faire pour que les médias d'État soient vraiment modernisés. J'insiste sur la modernisation, soit beaucoup plus modernisés et qu'on mette véritablement les gens au travail. Est-ce qu'il n'y a pas c'est pas une critique comme ça, hein, mais c'est des faits, c'est des constats. C'est un constat, il faut vraiment mettre nos médias d'État à la hauteur aujourd'hui des enjeux de la modernisation. Alors, quand on nous apprend que le chef publicité à la télévision togolaise, vous avez parlé de qui encore? Oui, et le chef comptable. Il y a une autre du ministre qui est le chef comptable qui, visiblement, sont soupçonnés de détournement au point où on confisque leur passeport et consorts. Est-ce qu'il y a un problème de gestion finalement à la TV togolaise aussi, comme un petit peu dans certaines sociétés? Bon, oui, il y en a, mais pour moi, c'est des cas minimes. C'est-à-dire, oui, pour moi, c'est-à-dire, c'est des cas minimes. C'est une goutte d'eau dans la mer. Le cas TVT, on a beau dire oui, et il n'y a pas de petits vols, il n'y a pas de petites corruptions. Je suis d'accord. Mais quand tu veux toujours, moi j'ai dit, commence par les mammifères. C'est-à-dire il faut toujours commencer par les mammifères, par les petites silures, qui n'ont pas, qui en réalité, je ne sais pas. Écoute, Ferdinand parle de la télévision togolaise, de son image. Quand l'autre fois on a nommé le gouvernement, c'est où on a donné le résultat entre guillemets. C'est pas à la télévision togolaise? Oui, bien sûr. Qui regarde la télévision togolaise en premier? C'est pas les autorités togolaises? Elles sont fières de ces images qu'elles regardent? Là aussi, c'est la faute des techniciens? Non. C'est la faute des techniciens? Des journalistes? Mais les gens ne feront pas de la magie. Vous savez, les ingénieurs de la TVT, je t'assure, c'est des sorciers. Ils arrivent à faire un travail. C'est-à-dire qu'ils arrivent à vous produire des images sans rien, pratiquement sans rien, avec leur petit génie. Tu comprends? C'est ça la vérité à la télévision togolaise aussi. Au-delà du tournement dont on nous parle, le vrai problème c'est là-bas. C'est ce qu'il faut régler. Tu appelles pour un reportage, on te dit que tu dois amener ta voiture pour venir chercher les reporters. Quand vous demandez un service c'est une télévision. Il faut que vous y allez avec votre véhicule. Conseil des ministres, mon cher ami. Conseil des ministres. Le communiqué passe. À ma connaissance, le Premier ministre est devant sa télé pour regarder. Le chef de l'État, oui. Parce que rien que par patriotisme, c'est la télé qu'ils doivent regarder. N'est-ce pas? Alors,
Ils ne voient pas les images eux-mêmes là. Quand leurs images changent en bleu, en jaune là, ça ne leur dit rien, ils ne se posent pas de questions. Ils sont sur Canal. Mais, il y a danger. Mais moi, c'est ce qui me préoccupe. Parce que moi, si je suis ministre, communication ou autre, je suis devant ma télévision à 20h pour voir une activité que je venais. Parce qu'eux tous, ils font des activités, ils appellent la TVT. Ils aiment que la TVT couvre leurs activités. Et quand ils voient les images orange, comment on dit ça, à les images qui tremblent, ça leur plaît. Il n'y a personne capable de dire, mais écoutez... C'est le défi là qu'il faut relever. Mais oui, d'abord. Mais attends. Mais on ne va pas laisser les gens voler quand même. Hein. J'ai dit, je viens. D'abord, parlons de c'est notre patrimoine commun. Parce qu'on nous regarde à l'étranger. Quand tu captes Canal, c'est normal que la TVT ait ces images-là, même sur Canal. Tu ne vois pas comment l'image ressemble à une image. Ça dit qu'on a complètement dilué, comme on dit, la résolution de l'image n'est pas bonne. Tu trouves que c'est normal? Et ça aussi, quand tu le dénonces, tu es mauvais dans ce pays. C'est notre patrimoine. J'ai eu à demander à un ministre de la Communication pourquoi sur satellite même l'image n'est pas bonne. Au même moment, des chaînes privées au Sénégal, des chaînes privées au Sénégal, au Bénin, au Cameroun, au Niger, ont des images et des résolutions meilleures parce qu'ils ont payé les moyens, parce que c'est des bandes passantes. Tu payes Canal et on te donne la bande qu'il faut. Oui, mais en même temps, ici, il faut que vous ayez quand même du matériel. Oui, le matériel, j'ai dit, il est zéro. Il faut y mettre d'abord de bonnes images, de bonnes images, avant que sur Canal, ça soit performant. Tu sais, moi, les anecdotes, j'aime. Et je peux te raconter, allez. Mais attends, on a des amis à la télévision. Oui, bien sûr. Qui accompagnent et qui couvrent les activités du chef de l'État. Matin, midi, soir, quand ils voyagent à l'étranger. Mais quand ils tiennent leur caméra à l'étranger, pour certaines conférences, mais on les retient d'abord parce qu'on se demande est-ce qu'ils n'ont pas une artillerie lourde. Parce qu'on utilise plus, je ne blague pas. Ça ressemble à des artilleries lourdes. On n'utilise plus ces caméras. Aujourd'hui, une caméra, c'est léger. C'est rien du tout. C'est quelque chose. Mais donc, les Blancs s'étonnent que, mais c'est qui rentre comme ça avec ce truc? On n'est pas à autant. C'est moi, je te parle, je sais de quoi je te parle. Et ils se plaignent. C'est une honte pour nous. Au même moment, il y a des privés qui ont des matériels plus sophistiqués. Mais attends, il ne faut pas qu'on nous amène à mettre le doigt dans la plaie. Et tu font du business avec tout ça. On sait ce qui se passe. On ne veut pas parler. Ah non, oui, vous voulez dire, ça dit que des privés ont du matériel plus sophistiqué. Plus sophistiqué que la TVT aille louer. Mais ils louent. Qu'est-ce que tu racontes là? Normalement, c'est pas normal. Oui, la télévision togolaise, quand le chef de l'État voyage, des journalistes le suivent, on devait avoir des images en direct. Comme en Côte d'Ivoire. Comme partout. Comme au Cameroun. Comme partout. Mais pourquoi on n'hésite pas à avoir ces directs? C'est la croix et la bannière. Pour faire ces directs envoyés. Je me rappelle, vos défis se battaient pour ça. J'ai vu, mais c'est pas possible. On n'a pas. Mais au même moment, il y a des privés dans la délégation qui font mieux. Pourquoi? Pourquoi le privé il a plus de moyens que l'État? Moi, c'est une affaire d'aimer son pays, d'être patriote. Merci beaucoup. Et ce n'est pas une affaire de... Nous, on veut voir les choses bien. J'ai vu pour finir, je chute là-bas. J'ai vu des photographes à la télévision, à la TVT, à Togo Presse, avec qui j'ai plusieurs fois échangé. Mais qui n'ont pas le matériel pour faire de belles photos, de belles images. Ils sont dans la délégation du chef de l'État. Pourquoi est-ce qu'ils y vont alors? Ils voyagent. Non, mais ils y vont beaucoup vont. Ils vont parce que tu es fonctionnaire de l'État. On t'a dit vas-y. Sans matériel. Un jour, pour finir. Quelqu'un m'a raconté qu'un jour, c'est un étranger d'une autre délégation, photographe, qui dit, mais il est étonné que lui, il conduit comment vous appelez ça, le journal officiel de la République togolaise. Il a un TPP dans la main, c'est-à-dire un appareil qui ne vaut pas, qui n'est pas à la hauteur. Mais ils sont dans un pays développé. Et l'autre ami lui dit, mais on est dans un pays développé, dis à tes autorités de te payer, de t'équiper. Parce qu'au même moment, à côté de lui, il y a un autre privé, lui, qui peut avoir quelque chose d'assez sophistiqué. Vous trouvez que c'est normal? C'est pas bon. Il faut changer ça. C'est des choses à changer. Merci beaucoup, Loïc. Et moi, je pense que c'est pour ce genre de choses, je reste sans embâche. Il n'y a pas à négocier. On négocie pas. L'image du pays. Toi et moi, on n'a rien à gagner de là-dessus, mais l'image du pays. Très bien. Je donne la parole tout à l'heure à Abi Alpha et à Fabrice Okiezi, mais je pense qu'il y a une obligation publicitaire.
Retour en studio pour la suite de Taxi Presse. Ce matin ou avant la pause, nous évoquons le cas de la télévision togolaise. Nous avons envie quand même de savoir si la TVT est aujourd'hui le symbole de gestion catastrophique comme dans plusieurs services de l'administration. Abielsa, vous voulez prendre la parole sur le sujet. Loïc nous a amené très loin par rapport donc même à la qualité, le travail qui se fait dans la télévision togolaise. L'Angers a envalé la chandelle, je nous l'avons écouté avec plaisir. Mais c'est par rapport à cette histoire, je crois que ce sont 15 millions dont dont la dose qu'on est en train de partager comme ristourne aux agents de la TVT. Ça ne concernait pas que la TVT, c'est tous les médias d'État. Les gens de la radio Lomé ont déjà oublié, ils ont déjà fini avec leur ristourne. C'est seulement là-bas que c'est resté un secret d'État. On ne communiquait pas parce qu'au moment où le communiqué est passé pour informer les autres, ils n'ont pas affiché ça à la TVT parce qu'ils voient une malversation qui couvait. Donc, heureusement que enfin il y a une solution est venue. Et puis quand tu rentres à la TVT actuellement, tu vas voir quelques chantiers ici et là dans les différents coins et recoins de la boîte. On ne sait pas ce que les gens construisent. Parfois même tu demandes à certaines quatre premières autorités de la TVT, ils ne savent pas exactement c'est quoi on construit, qu'est-ce qu'on veut en faire. Parce que quelqu'un veut faire son business quelque part. Au même moment, on nous a débloqué ici. Rien n'est à notre là-bas. Un bâtiment au fond, bien sûr. La brousse, il y a exactement. Entre-temps, les gens sont venus du Ghana, ils ont ouvert un chantier là-bas, alors que l'autorité même, c'est-à-dire ceux qui gèrent même dans la boîte, ne savaient pas qu'il y a quelque chose parce que de la présidence, ils sont envoyés, ils sont venus du Ghana, ils ont commencé le travail. Il a fallu que le concerné, le répondant à la TVT, tape du poing sur la table jusqu'à ce qu'il arrive au niveau de l'ancien ministre. Bon, les coups de fil ont été échangés. On lui dit, bon, laissez-les travailler. Il est revenu, les Ghanais ont commencé, je ne sais pas à quel niveau se trouve ce chantier. Donc, quand il y a une boîte qui est connue pour le désordre comme ça, au même moment, c'est par rapport à cette boîte qu'on nous a parlé d'un projet faramineux qui a coûté au Togo les yeux de la tête de satellisation. Oui. Vous vous rappelez combien de milliards? C'est notre scandale. Ça on en avait parlé un temps. La satellisation qui devait aussi marcher avec la construction du nouveau bâtiment pas loin de l'hôtel ici. Actuellement, à quel niveau ça est? 29 milliards. La TVT qui devait... Pardon? 29 milliards. La TVT qui devait être déplacé vers l'hôtel ici avec tout ce que vous savez. À quel niveau se trouve ce bâtiment actuellement? Quand vous passez, faites un crochet, au niveau dalle. Vous allez voir. Donc, quand on te parle de 29 milliards, vous savez en combien de mois ça peut payer les Togolais? Les Togolais, toute tendance, tout corps de métier confondu, ne prennent pas à la fin du mois plus de 4 milliards 500. Comme budget, c'est-à-dire comme fonds de... Et quand tu divises 29 milliards par 4,5, tu vois à peu près en combien de mois ça peut payer. Et ceci se passe, c'est-à-dire ils sont comme ça, on ne sait pas actuellement. Est-ce que s'ils avaient vraiment réussi à faire une satellisation qui vaut la peine, est-ce que quand Bodiana avait son RCF, il a utilisé 29 milliards pour faire monter la RCF sur le satellite? Il n'a pas utilisé 29 milliards. Je ne vois pas. Ça, c'est notre dossier. Exactement. Je ne vois pas un Bodiana en train de prendre 29 milliards pour monter sa chaîne privée à ce satellite. Ça veut dire que les gens ont surfacturé. Au-delà de la surfacturation, ils sont encore partagé l'argent. Et l'immeuble est resté là-bas. C'est tétraplégique. La sécurisation, ça n'a pas accouché de quelque chose. Si ça a accouché de quelque chose, on ne se plaindrait pas des qualités des chaises d'images. Et c'est dans cette boîte-là que ceci se passe. On nous parle de 115 millions. C'est vrai, comme l'a dit le confrère, c'est un goutte d'eau dans la mer. Mais quand ça concerne les hommes de médias, je crois qu'il faut être rigoureux. Parce que très souvent, nos boîtes, on passe aussi pour des donneurs de leçons. Il faut qu'on affiche le meilleur exemple possible. Comment à la TVT on peut admettre des trucs comme ça? Je ne crois pas que ce soit possible. Vous n'êtes pas le seul média d'État. Il y a Togo Presse, il y a la radio Lomé. Radio Kara. On affiche le communiqué, on informe tout le monde de l'arrivée. En fait, ce n'est pas... les 115 millions là dont il est question cette année, ce n'est pas automatique comme ça. C'est par rapport aux entrées de fin d'année. Plus vous avez fait beaucoup d'entrées, plus vous avez, c'est-à-dire la ristourne est grande. Donc cette année, ça s'est limité à
à son 15, peut-être que les autres années, c'était plus ou bien moins que ça. Donc, les autres se partagent la manne et vous faites basta sur le truc. Il a fallu que la presse en parle, que ça fasse débat et qu'on affiche un communiqué comme quoi, que chacun vienne. Ça ne fait pas bien, surtout quand ça vient des médias qui se veulent médias. Merci beaucoup à Bialfa. Et là, on pourra dire que Aplusia a du peu sur la planche, hein, Fabrice. Oui, mais bien avant Aplusia, je crois que les confrères ont déjà pratiquement tout dit. Et quand vous prenez un peu l'ex-DG, le dernier directeur général de la TVD, M. Kouessan Evo-Devi, il va vous dire que ces techniciens, ces ingénieurs sont devenus plutôt des magiciens, parce que quand ils voient le matériel, ils ne savent pas comment ils s'arrangent à ce qu'on puisse avoir ce qu'on a comme image, que c'était fou. Et donc, effectivement, il y a eu quand même un projet. Vous savez, c'est vrai que quand vous voulez créer tout de suite une télé, alors vous partez sur la base de ce qui est actuel, le matériel actuel qui est déjà moderne, vous partez sur cette base-là. Donc, vous ne dépensez pas la même chose que celui qui avait du vieux matériel et qui doit procéder à des changements. Je crois que c'était dans ce projet-là, la vingtaine de milliards là est partie et jusqu'aujourd'hui, on n'en parle plus. L'immeuble est resté orphelin, inachevé, on ne dit rien. Celui qui a gagné le marché n'est même plus là sur le territoire. On ne dit rien. Plusieurs fois, on a vu des confrères tenter de dire. À chaque fois, les gens s'arrêtent en cours de route. On ne sait pas ce qui se passe exactement. Mais malheureusement, effectivement, aujourd'hui, on a été... Mais en attendant, à plus ça, je crois qu'il y a quand même des mesures urgentes. Il y a quelques semaines, notre confrère Wara, les vainqueurs, est revenu sur un aspect. Ça, on n'a pas besoin de milliards. L'intérimaire. Confirmer les gens ou nommer des gens à des postes pour qu'ils puissent prendre leurs responsabilités. Parce que je sais que dans l'administration, le poste d'intérimaire limite un peu votre marge de manœuvre. Donc ça, on n'a pas besoin de milliards pour avoir un directeur en bonne et due forme à la télévision. À la TVT, Radio Lomé, Radio et dans les autres secteurs. Oui. Et donc je crois qu'au moins ça, puisque tout dépendra de la discipline et de la rigueur qu'on va imprimer à la tête de l'institution. Maintenant, le reste, pour les changements sur le plan technique, il faut faire le point pour voir qu'est-ce qu'est devenu ce projet de satellisation au niveau de la TVT, la vingtaine de milliards, comment ça s'est terminé, qui en est l'auteur, parce qu'on se rejetait, les gens se rejetaient des torts et aujourd'hui on n'en sait rien. Je crois qu'effectivement il faut le faire parce que en ce qui concerne les médias d'État aujourd'hui, ça ne donne pas une belle image et c'est pas qu'il n'y a pas il y a des gens bien formés là-bas. Et vous allez voir que quand c'est comme ça, très souvent les gens reviennent, ils ne sont même pas contents de travailler là-bas. Quand ils rentrent sans diplôme en journalisme, ils sont là et une fois qu'ils vont se former, ils reviennent, ils partent ailleurs. Et je crois que ce n'est pas une bonne chose. On ne va pas perdre le temps là-dessus. Oui, les confrères ont déjà dit assez de choses. Oui, justement là-dessus. Oui. Les deux télévisions de référence en Afrique francophone aujourd'hui, en Afrique francophone subsaharienne, bien sûr aujourd'hui, c'est la RTI et la CRTV. Et quand vous voyez le matériel que ces gens-là utilisent, d'abord, la CRTV est dans un immeuble de plus de 9 étages, quand vous allez à Yaoundé, c'est impressionnant. Et puis vous voyez comment on a rénové la RTI, les studios, comment est-ce qu'on a fait venir les gens de France, tout ça, pour refaire les studios. Quand là, on ne peut pas comparer avec le Togo. Parce non, je vais inviter nos dirigeants. Du Togo, le budget de la Côte d'Ivoire, du Cameroun. Non, laisse tomber, c'est des histoires. Il y a eu un financement pour... je veux inviter les dirigeants. Non, je vais inviter nos dirigeants à avoir de l'ambition pour leur pays. Et l'ambition pour le pays, c'est de doter le pays des médias, et c'est pas des médias puissants et performants. Vous voyez, quand les jeunes parlent aujourd'hui, tout le monde parle sur les réseaux sociaux. On dit oui, CNN, France 24, RFI nous balancent des fausses informations. Mais quand vous n'avez pas de médias en Afrique, vous voulez que les gens suivent quoi? Par exemple, moi, Ferdinand, j'ai plus de TVT sur, je sais pas, mon truc, ça fait au moins plus de 4 ans, moi je ne suis plus. Parce que je n'ai pas le temps de ça. Donc, je pense que si nous voulons que l'Afrique, si nous voulons développer une opinion médiatique en Afrique, il faut que nos pays africains comprennent que la médiatisation ou les médias, c'est aussi la guerre dans le nouveau monde. Je ne sais pas si vous comprenez. Et donc, il faut doter les médias de moyens. Il faut avoir l'ambition pour le pays. Et c'est bien que nos femmes, nos sœurs à la maison, soient collées tout le temps sur RTI pour suivre des émissions phares comme C'est Midi, tout ça, pour voir les studios. Les gens sont contents parce que dans les studios, il y a en même temps, sous forme d'amphithéâtre, les gens sont assis. Oui. Tout est vraiment beau. De la bonne ambiance. Il nous le faut chez nous ici. Et nous avons les moyens pour faire ça. Parce que c'est les détournements qui créent tout ça. On a les moyens pour faire ça. Regardez le site sur lequel se trouve la TVT. Depuis que les Blancs sont partis, le site est toujours comme ça. C'est depuis que les Blancs sont partis.
que le site est toujours comme ça. Tous les bâtiments que vous voyez là-bas remontent à la période coloniale. Même certains bâtiments même sont en délabrement. C'est-à-dire que depuis que le blanc est parti, nous n'avons même pas été capables, nous, de les entretenir. Et c'est pas bien. C'est pas du tout bien. Et quand vous voyez par exemple Togo Presse, mais même sur le plan même de la qualité du journal, autant la qualité, la forme que le fond, dans Togo Presse, il n'y a pratiquement pas de réflexion qui est faite. C'est le reportage. C'est le reportage. Oui, les comptes rendus. Moi, j'ai vu encore hier à Top, je ne sais pas quoi, Tandouaré, à Top, je ne sais pas quoi. Non, un journal doit refléter les réalités du pays. Comment est-ce que les gens sont dans le pays? Oui, c'est pour ça qu'ils ont fait les reportages. Oui, Tandouaré, voilà, c'est ça. Non, il faut aussi des analyses. Il faut des analyses. Oui, bien sûr, ça on a dit. Il faut des analyses. Et les gens sont là-bas, ils sont formés pour ça. Il faut mettre les gens au travail. Le directeur de Togo Presse, je pense qu'il a la retraite depuis 10 ans. Il a la retraite depuis 10 ans. Mais sur quelle bonne étoile il est atterri là-bas, il est à la retraite depuis 10 ans. Et il n'est même plus performant, mais on le garde à la tête de ce journal-là. Ça, c'est l'image même qu'on vend de notre pays. Très bien. C'est l'image, parce que les médias, c'est l'image de nos pays. Et il faut quand même que les autorités prennent ce problème-là à bras le corps et qu'ils lancent vraiment une piste de réforme des médias d'État et moderniser tout ça. Je voulais, avant de parler politique, puisqu'on va aborder. Voilà, vous avez un témoignage. Parlez dans le micro. Un doyen, pas des moindres, de la presse togolaise, qui m'explique tout de suite pour me dire que ce que nous disions est vrai. Le doyen dit ceci, qu'ils étaient en 2006 aux États-Unis avec le chef de l'État pour couvrir les Nations Unies, les sommets des Nations Unies. Et tu imagines que le photographe qui suivait notre chef de l'État, vu la tribune de les Nations Unies, comment la salle est faite, il y a le côté presse, de là où il est, un appareil photo ne peut pas prendre les images. Il a fallu que le chargé de communication des Nations Unies lui passe l'appareil à lui pour prendre les images. Et qu'à côté, tous les autres qui ont accompagné leur chef d'État, ils avaient les appareils avec les zooms. Les résolutions. Est-ce que c'est normal? C'est l'image du pays qui est versée. Et à côté, les gens sont fiers. Aditi joue le rôle de je ne sais quoi, aux côtés du président. Moi, je suis sûr que le chef de l'État, lui, que cette délégation accompagne, ne sait pas que son photographe est venu avec un appareil photo de décompte qui ne coûte pas grand-chose. Mais oui, maintenant, que les gens aient le courage de dire ne pas faire du business à outrance au nom de la communication sur le dos de l'État et du chef de l'État. Ça, c'est pas normal. Et moi, pour finir ce dossier, parce que c'est un dossier qui m'a toujours tenu à cœur, je salue aujourd'hui que le fait qu'au niveau de la présidence, il y a un certain jeune qui est togolais et que moi j'apprécie bien parce que c'est au moins pour une fois il y a un togolais qui est Peter Emmanuel, ou comment il s'appelle, Emmanuel Peter, qui voyage aujourd'hui avec le président et qui a des appareils sophistiqués pour ce voyage. Parce que longtemps, c'était un blanc qu'on a pris et qu'on payait à coût de millions, et de nos francs à qui on paye des billets d'avion comme de l'amusement. Aujourd'hui, au moins, ça, c'était un pas. C'est un pas. Maintenant, qu'on essaye de donner les moyens à ceux qui accompagnent pour qu'ils puissent faire le boulot. Que notre télévision nationale sort du taudis dans lequel elle est. Je connais des DG qui sont passés, qui se sont battus pour que cette télévision sorte de là-bas. On ne les a jamais. Pourtant, on leur a promis que quand ils seront nommés, ils sont nommés pour ce travail, mais on ne les a pas aidés à faire ce boulot. Très bien. Il y a un auditeur qui nous dit que le projet TNT Télévision Numérique Terrestre a été donc un fiasco. ORTB au Bénin a bien réussi au temps du président Yahi Boni. Les résultats sont là, nous dit donc un auditeur. Et un autre qui nous dit, allez à la RTI, vous verrez, j'ai visité plus de 2 fois cette télévision. Ferdinand a raison. Ils ont des drones, tout ça, aujourd'hui. Ils forment les drones, ce qu'on appelle aujourd'hui les techniciens de drones. Aujourd'hui, ils ont tout. Un autre auditeur qui nous dit, c'est ce que je déteste dans la gouvernance de Faure Gnassingbé. Mais l'impunité, c'est triste, alors qu'on n'a pas eu de ressources, où on a peu de ressources, et le peu qu'on a, les dirigeants le détourne. C'est triste. Je voudrais qu'on aborde notre sujet très rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps ce matin. C'est-à-dire, permettez quand même qu'on revienne encore sur ce sujet que vous avez évoqué il y a la semaine dernière. C'est par rapport à ce que vous appelez un scandale d'État. Et ça concerne School Assure. Alors, ce projet nous a été vanté. On a dit que l'État est en train d'assurer, avec l'aide de certains partenaires, nos élèves, nos enfants, nos petits frères.
Nos petites sœurs, qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est un autre fiasco, comme on vient de le dire sur le cas de la TVT. C'est-à-dire que au cimetière des scandales d'État sur la gestion de certains secteurs, j'utilise une image, les tombes, on peut les aligner, on peut les compter sans fin. Et ce cas de Scola sur... c'est une tombe parmi tant d'autres. D'abord, c'est un projet qu'on a décrit comme la vision de M. Fogna Singbe pour assurer les élèves. Oui. Le projet devait coûter 3,5 milliards et l'État a délégué la gestion de ce projet à une société d'assurance qui a pour nom, je crois, Ogar et NCA, je crois. Oui, NCA d'abord, qui a appelé Ogar aussi. Donc, NCA, 51% des parts et NCA et Ogar à 49%. Et donc, les deux sociétés se sont entendues pour choisir une troisième société pour exécuter le projet. Et vous voyez, autant de sociétés, autant de problèmes. Et une partie de l'argent a été débloquée. Et très vite, les conflits sont arrivés entre ces sociétés-là. La société qui devait exécuter le travail sur le terrain dit qu'elle n'a pas été payée alors qu'elle a avancé de l'argent pour commencer le travail. Du coup, il y a eu pas mal de malversations dans ce truc-là. 2 millions d'élèves devaient être assurés à terme. Le projet est actuellement dans une zone, je ne sais pas pour dire de turbulence, une zone rouge. Les choses n'avancent plus. Il n'y a pas eu de rapport. Des gens entre OGA Assurance NCA et la troisième société, c'est un conflit à ne pas finir. Les gens ne veulent pas donner les données, ne veulent pas faire leur rapport parce qu'ils n'ont pas été payés. Et donc, au bout du compte, cette histoire s'est terminée par un fiasco. Des gens se sont servis sur toute la chaîne. Et voilà, c'est l'impunité, personne n'est touché. Et je pense, et nous avons interrogé tout le monde sur la chaîne. On a interrogé NCA qui a dit je ne parle pas tant que l'État ne parle pas parce que nous sommes liés par une clause de confidentialité. On a interrogé Ogar, dont l'ancien directeur, je crois, avait été cité dans l'affaire qu'il aurait pris une partie des sous qui est dans un autre pays aujourd'hui. Nous avons écrit au secrétariat d'État chargé de, je crois, l'inclusion financière. On n'a jamais eu leur réponse. Le courrier, je vous l'avais montré avant-hier, ça a été déchargé. Comme quoi, dans nos services d'État, on ne sait pas répondre au courrier. Et donc, nous avons fait notre travail. Maintenant, il faut lancer un audit pour situer les responsabilités. Donc, 3,5 milliards, c'est parti en fumée. Je sais pas si ça veut faire un commentaire à ce sujet-là. Oui. Je vous donnerai la parole ensuite. Allez-y, Fabrice. Oui, bon, moi, les informations que j'ai entrent un peu en contradiction avec ce que Ferdinand dit sur le plan du projet qui serait plus ou moins arrêté, en tout cas qui semble ne pas avoir d'avenir, si j'ai bien compris. Pour moi, c'est bloqué. Oui, moi je crois que, bon, contrairement à ça, moi je crois les informations que j'ai me disent que le projet n'est pas bloqué, il continue. C'est vrai qu'au départ c'était 2000 élèves, mais je crois que ça a couvert près de 1500 élèves. Et actuellement... Vous parlez de 2 millions ou 2 millions 2 millions, 1,5 million, parce que entre temps il y avait un problème par rapport aux frais scolaires où il n'y avait pas une question de pédiatrie et donc ça a couvert quand même près de 1,5 million, excusez-moi, élèves, mais actuellement je crois qu'ils sont dans une phase où ils sont en train de, le projet n'est pas arrêté selon les informations que moi j'ai, et ils sont dans une phase où il faut quand même, puisqu'il s'agit des élèves. Et généralement, après une fin d'année, naturellement, il y a certains qui deviennent étudiants et tout cela et autres. Je crois qu'ils sont en train de faire un travail de bilan à ce niveau pour pouvoir avoir d'ores et déjà, et depuis janvier, je crois qu'il y a quand même une certaine évolution qui donne quand même des preuves sur le terrain qui prouvent que le projet n'est pas arrêté, mais ils sont en train quand même de s'organiser pour poursuivre cela avec l'épuration quand même de ceux qui bénéficiaient, et notamment épurer ceux qui ont eu le bac, qui ne sont plus dans le système scolaire et tout cela et autres. Maintenant, en ce qui concerne les deux compagnies d'assurance, je sais aussi qu'entre-temps, il y avait un souci avec NCA, contrairement à Ogar, qui a fait un peu le suivi, puisque je crois que c'est une NCA qui avait la plus grande part. Mais Ogar a fait un certain suivi sur le terrain, qui lui a permis de voir un peu
quelle est l'avancée du projet sur le terrain, contrairement à NCA qui n'aurait pas fait ce travail-là, et Ougar même qui a même fait des dons dans l'humanitaire et tout cela et autres. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe avec les compagnies d'assurance, mais en ce qui concerne le projet School Assure, il n'est pas relégué dans les oubliettes selon les informations que moi j'ai. Il va continuer. D'accord, très bien. Abi Alpha, donc apparemment, il va donc continuer à la sueur des données citoyens, parce que moi je connais plein d'exemples où les gens ont fait des prestations qui ne sont pas payées jusqu'à présent, surtout dans le domaine de la communication. C'est un exemple parmi tant d'autres. Les gens ont fait des prestations, ils ont été sollicités par des agents de communication. Bon, est-ce qu'on peut dire créer des... Elles sont bien assises. Je donne un exemple ici, un certain Toba serait à la tête d'une agence on me dit que le Toba là, c'est un petit frère au chargé de communication de la présidence, c'est un autre Toba qui gère une boîte de communication qui a donné des services, c'est-à-dire de publicité aux gens pour la communication, parce que il faut communiquer, et que jusqu'à présent, les gens, quand on l'appelle, même c'est en toute arrogance qu'il répond. Bah, apparemment, lui s'est dit même que il y a plus fort que moi. D'ailleurs, ce que je vous dois, c'est un goutte d'eau dans la mer. Il y a le haut, et je leur ai dit, amenez-moi là où vous voulez. Donc, quand vous voyez un service d'État, et qu'il y a des dysfonctionnements, et que les gens se comportent de façon aussi arrogante, ce qu'au sommet, il y a des saucissures qui le couvrent, quoi. Vous comprenez? Moi, je pense, avant même que ce projet ne soit lancé, on a débattu, si vous vous rappelez. Vous vous rappelez? On a débattu parce que, en fait, on avait signé, c'est-à-dire acté le début de ce projet, parce que c'est une question d'assurance. L'assurance, ça travaille avec le temps aussi, le délai. Le délai, c'est-à-dire à quand ça commence, quand ça finit, le délai de couverture. Donc, vous vous rappelez qu'il y avait eu débat ici sur le fait qu'on ait lancé le projet, alors qu'il y avait déjà, je crois bien, par rapport à la rentrée. Vous vous rappelez, il y avait un disons, on avait débattu ici que le timing, le temps c'était mal parti, mais actuellement j'ai plein d'exemples où les gens ont fait des prestations, ils n'ont pas été payés, ils se plaignent parce que le projet balbutie aujourd'hui. Moi, je ne suis pas en train de torcher sur par exemple, l'exemple ici que j'ai donné un certain Toba, mais je crois que au sommet, ceux qui ont porté, ceux qui ont été les parrains de ce projet-là, qu'est-ce qui arrive souvent? Quand vous alignez les différents projets publics qu'on nous brandit, on fait la com ici, là, très souvent, on fait la communication, on vante le projet, mais jusqu'à ce qu'il arrive à son stade de mise en exécution, la moitié de l'argent est déjà parti. C'est très souvent, c'est comme ça. Parti où? Mais elle est partie dans la corruption, dans ce que vous savez. Où est-ce que l'argent de les 20 ou bien les 29 milliards de la TVT, où est-ce que c'est parti? Plein de trucs, c'est parti où? Donc l'argent s'est déjà volatilisé. Les 2 ou 3 personnes qui ont été devant les parrains de ce projet-là se sont déjà réservés la part du lion. Ils ont laissé les miettes aux petits exécutants. Mais si les agences d'assurance là, s'ils acceptent de parler demain, vous serez scandalisés. Est-ce qu'on a mis à disposition sur le terrain concrètement, le jour où ça doit commencer, est-ce qu'on a mis des moyens pour que les gens travaillent? C'est ça la question. Donc moi je pense que les 3 premiers responsables qui portent ce projet, il faut que les interroge, parce que c'est très facile que dans un pays on se plaint qu'il n'y a pas l'argent, où on fait des découvertes pour payer les fonctionnaires, même dans des sociétés. On en a parlé vendredi dernier. Les gens ont plaisir comme ça avec Loïc Lawson, sur le sujet. Eric, tu veux qu'on parle de scolasure? Vraiment? Oui, bien sûr. On en parle déjà. On en parle déjà, justement. Non, mais attendez. D'abord, il faut dire une chose. L'assurance, c'est une très bonne chose pour tout pays qui aspire à un développement sérieux. Oui, surtout assurer les enfants à l'école. L'assurance, oui, en général, c'est une très bonne chose. Ceux qui ont eu cette idée, ou celle qui a eu cette idée, ou la personne qui a eu cette idée, nous disons que c'est une bonne idée, à la base, d'assurer nos élèves, nos enfants. Et je crois que c'est ce qui a convaincu le président de la République à accepter, à main levée, mettre
les près de 2 milliards de CFA dans ce projet. 3,5. Ok, 3,5 milliards de nos millions de francs dans cette aventure, parce qu'il était convaincu qu'il faut que les élèves qui n'ont pas les moyens à l'intérieur du pays puissent se soigner. Maintenant, au-delà du fait que l'idée était bonne, que le président a accepté, on a mis les moyens, mais derrière c'est autre chose. Moi je dis, Ferdinand, je ne sais pas, il a tout là. Oui. C'est-à-dire, dans ce projet, si on fuit et qu'on fait le point, le compte rendu au président, il faut un audit sérieux, mais il va enfermer les gens s'il faut enfermer. S'il peut enfermer, il va enfermer les gens. Sérieusement, c'est une escroquerie pure et simple. Je te l'explique. C'est des suites de base simples. Si tu veux, je peux revenir là-dessus avec un bon article la semaine prochaine, on va en parler. Oui, bien sûr, pas de souci. C'est de base simple. Quand tu remontes à l'historique, tu fais une enquête. À la base, la société qui devait même gérer ce dossier, de mon ami, ou mon je ne sais pas, Dochamo, et comment il s'appelle, Magloire, le patron de comment, Saham, qui a été débarqué. Il a été une des premières personnes à être consultée pour prendre la main de ce projet, je crois. Et d'après toutes les informations, c'est le retour, c'est-à-dire c'est que ce qu'on nous en gagne après, c'est ce que mon ami Magloire, gourmand qu'il est aussi, n'a pas pu proposer grand-chose. Et n'a pas proposé gros. Et les mêmes personnes, je dis ce que je lui dis, je sais de quoi je te parle, j'ai les preuves. Et les mêmes personnes sont retournées voir Hogar. Je te rappelle au passage que le patron de Hogar a fait le Bénin aussi, pendant longtemps. Celui qui était là à l'époque, c'est-à-dire aujourd'hui, il a quitté, il est retourné au Gabon. Ouais. Et on a vu avec lui, on a dealé cette affaire-là. Et NCA, comme tu dis, voilà 3 milliards de nos francs. Déjà à la base, je t'explique. Qu'on dispatche à 2 sociétés, les 100% des sous. On a plusieurs sociétés d'assurance. Déjà pour limiter les risques, pour un management sérieux, on te dira, pour limiter les risques, essayons de dispatcher autant aux sociétés d'assurance sur le marché, sur le terrain. Mais ce qui est grave et qui prouve l'escroquerie encore, je te le dis, mais tu sais pas, INAM est une société d'assurance. INAM? Mais oui, elle fait de l'assurance, l'INAM. D'accord. La Caisse nationale de la sécurité sociale fait aussi de l'assurance. Si on voulait la transparence, cet argent ira soit à l'INAM, soit à la Caisse nationale. Ils ont beaucoup de choses à faire déjà. Je t'explique, nous sommes en train d'arriver. Je t'explique, c'est pour ça que ce dossier, si tu veux, moi je peux te le démonter la semaine prochaine dans un bon article. On ne le fait pas. C'est pour te démontrer la magouille, comment les choses sont montées, ficelées. L'idée à la base était bonne, mais il y avait de la magouille qui est préparée derrière. On ne donne pas ça à une société d'État, c'est-à-dire à l'INAM ou à la Caisse, pour gérer. 1. 2. On pouvait avec 3 milliards 500 même créer une entité publique. Tout à fait. Totalement. Pour gérer ça. Tout à fait. Tout à fait. Avec 3 milliards 5. Avec tous les dispositifs nécessaires qu'il faut. L'État peut créer avec 3 milliards 5. Mettre les dispositifs comme on a fait pour l'INAM, tu vois, avec Myriam dessous, une femme rigoureuse, carrée, ça marche aujourd'hui. Au début, les gens criaient, mais maintenant, tout le monde est rentré dedans et les gens voient l'avantage de l'INAM. On ne l'a pas fait aussi. Tout ça parce qu'on a des idées derrière. Et si tu veux, je vois que tu regardes ta montre, tu dois me couper. Si tu veux, maintenant, on nous parle de 2 millions d'élèves ou 1,5 million. Dans quelle société où quand on assure, on n'a pas de carte d'assurance? Les élèves là, ils n'ont pas de carte? Tu connais les élèves là avec des cartes d'assurance? Tu vois un seul élève avec une carte d'assurance? Mais comment ça se passe? Et dans toute assurance, je te dis ce dossier, je le connais trop. Je me suis tué parce que je fouinais. Ferdinand peut te le dire, je fouinais autour de ce dossier. Et là, j'ai tous les éléments. Mais non, dis-moi, la police d'assurance, partout quand on parle de police d'assurance, elle doit être claire. Oui, bien sûr. Va lire la police d'assurance de ce dossier. Et tu comprendras beaucoup de choses. Pour le reste, après ta pause, on peut revenir. On va revenir après la pause publicitaire, bien sûr. Retour en studio. Nous parlerons politique, rassurez-vous. Mais avant, nous allons nous intéresser à la rédaction de Taxi FM. La rédaction qui sera avec vous tout à l'heure à 12h45 pour développer certains titres. Bonjour Jean-Marie Leblanc. Eric, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes au programme pour Taxi Midi, 12h45. Quel est le contenu de votre journal? Eh bien, dans l'actualité, 12 milliards, hein, je veux dire, de francs CFA du Fonds pour le développement au gouvernement togolais
enveloppe qui va alimenter la ville de Kara et ses environs en eau potable. Dossier environnement avec la santé publique et la préservation de l'environnement, une initiative de Coup d'œil Togo. De facto, on va évoquer le bilan de la COP 24. L'actualité sportive pour finir, la D1 qui ouvre son 15e chapitre ce week-end, en avancée samedi, Békin qui reçoit Semassi à Kara. Le derby de la capitale va opposer le dynamique togolais à l'AS Gotor dimanche. Voilà donc les grandes articulations de Taxi Midi. Écoutez, merci beaucoup Jean-Marie Leblanc. On vous retrouvera tout à l'heure à 12h45 pour le développement de tous ces titres. Écoutez, on y va tout de suite avec toujours ce même sujet-là. Il y a beaucoup de commentaires, il y a des réactions. Moi, je pense que ce dossier, il est complexe. Et effectivement, ce dossier révèle d'énormes magouilles, des mouvements de fonds vraiment bizarres. Sur les comptes des gens? Oui, des gens qui ont disparu avec de l'argent et tout. Non, attendez. Des gens, sur les 3 milliards, 5 des gens ont disparu avec l'argent du Togo. Vous savez, on connaît des gens, on sait comment ça se passe. C'est-à-dire que nous, dans l'investissement, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a écrit à tout le monde. Et c'est d'ailleurs à justice que les gens n'ont pas répondu. Quand on est allé voir le directeur de NCA, il a dit qu'il ne dit pas un seul mot tant que l'État n'a pas parlé, que c'est une affaire de confidentialité entre eux. Et actuellement, il y a une tension terrible entre NCA, OGA et puis Afrique Assistance, qui était la société chargée d'exécuter le projet sur le terrain. Vous voyez. Donc, comme Loïc vient de l'expliquer, normalement, dans un pays raisonnable, on ne peut pas remettre cet argent des privés de gérer. C'est de l'argent de l'État. On peut créer une structure pour gérer. Le privé peut aussi gérer. Non, c'est toujours vous qui dénoncez quand même ceux qui sont dans la société d'État qui gèrent mal. Non, mais aujourd'hui, dans les privés aussi, il y a de la magouille. Il y a énormément de magouille dans les privés parce que les mêmes qui sont avec l'État ont des réseaux dans les privés. Je ne sais pas si vous comprenez. Et ils orientent certains fonds vers le privé et puis après, ils gèrent ensemble. Et donc, moi, je pense que si on veut vraiment lutter contre la corruption, si on fait un audit de ce dossier-là, on va ramasser les gens autour des fonds inassumés. Parce que c'est de là que ça s'est joué. Nous, on ne veut pas citer les gens ouvertement, mais c'est là-bas que ça s'est joué. Vous connaissez les noms? Oui, mais à un moment donné, quand vous êtes au sommet d'un pays, c'est vous le chef. Il faut avoir le courage de frapper dans le tas, même si ça touche des gens, parce que parfois, votre pouvoir même en dépend. Vous avez vu par exemple au Cameroun, quand Biya Touni vient, on dit qu'on vole, il se tait. Mais le jour où il lance son oiseau là, je ne sais pas comment il s'appelle. Voilà, ça prend quelqu'un, et puis c'est parti. Et donc, vous allez au Cameroun aujourd'hui, vous avez au moins 3 gouvernements en prison. Ici, nous nous plaignons qu'on n'a pas d'argent. Et quand on débloque de l'argent pour améliorer le quotidien des Togolais, mais cet argent ne va pas à destination. À un moment donné, il faut situer les responsabilités. C'est tout ce que nous disons. On ne dit pas plus que ça. Vous permettez de donner la parole à Fabrice. Abi Alpha, je donne la parole à Fabrice d'abord. Oui, en ce qui concerne la prise en charge, si elle a été effective sur le terrain ou pas, mais quand même, on a des éléments de preuve qu'il y a des enfants qui ont été pris en charge en ce qui concerne cela. Maintenant, quelle a été la gestion faite par les compagnies d'assurance, il faut qu'elles puissent s'exprimer là-dessus. Mais ce dont je parle, c'est beaucoup plus l'avenir du projet. Et aujourd'hui, ce n'est pas un projet qui est rangé dans les placards. Peut-être qu'il y a des soucis à régler par rapport à la façon dont ça a été géré et autres. Aujourd'hui, il y a des enfants qui ont bénéficié de ça. Le projet est bon, comme on l'a dit ici. Mais effectivement, la manne financière est lourde. Peut-être qu'il aurait fallu gérer ça d'une autre manière. Mais ce qui est sûr, pour l'instant, le projet a de l'avenir, enfin pas a de l'avenir, mais n'est pas rangé dans les placards. C'est-à-dire que rien d'officiel n'est sorti pour dire que bon voilà, il y a une certaine malversation financière qui fait qu'on ne peut pas poursuivre. En tout cas pour l'instant, ils ne l'ont pas encore dit. Mais on verra bien ce que ça va donner au cours de cette année. Mais ce qui est sûr, ce n'est pas les 2 millions d'élèves qui avaient été pris en charge, c'est autour de 1,5 million. Et un argumentaire avait été donné par rapport au préscolaire où il y avait un petit souci par rapport à la présence des pédiatres et autres. D'accord. Abi Hassanen. Je disais donc le mal qui a gangréné les 1001 projets d'État qui sont terminés dans la mare de la corruption, c'est la même chose qui est en train de noyer ce projet qui au départ était salutaire. Je vous disais tout de suite que les gens ont fait des prestations qui n'ont pas été payées. Je veux parler plus précisément d'une agence qu'on appelle Direct Agence, dirigée par un certain Toba, qui a donné du travail aux radios à l'intérieur du pays. Actuellement, c'est devenu un problème là-bas.
Et quand on appelle ça en toute arrogance, je sais de quoi je parle. Il y a d'autres exemples. Tout de suite, on est en train de recevoir des témoignages que quelqu'un dont un enfant a bénéficié, il dit que ça n'a duré que 3 mois. Que ça n'a fait que 3 mois. Donc moi, je pense que c'est vrai, quelque part, on peut dire que 3,5 milliards, c'est un goutte d'eau de la mer. Mais pour des gens qui sont déjà habitués à brasser plus que ça, on peut tenter tu comprends, non? Mais il faut voir, c'est-à-dire au moins par respect à celui qui a amené l'idée. On nous a à la une des journaux aussi, en grand titre, la photo de M. Faure Gnassingbé entouré de quelques petits enfants. Ça faisait joli de voir. On a dit, bon, pourvu que ça marche, l'idée, le début est bon. Maintenant, on est là aux heures de l'inventaire, qu'on nous situe. C'est vrai. Quand Ferdinand disait qu'il faut que M. Faure Gnassingbé ait le courage de taper du poing sur la table, mais c'est que parfois, dans certains environnements, taper du poing sur la table, ça ressemble à donner un coup d'épée dans l'eau. Tu risques d'échapper au poisson, mais toi-même tu prends la lame. Oui, c'est à ça que ça ressemble autour de Faure Gnassingbé. C'est-à-dire apparemment lui-même, il est limité, parce que je ne comprends pas les scandales qui se répètent autour de lui, qui ne disent rien, si lui-même n'est pas impliqué dans ces scandales-là. Donc, mais si, présumer de ça. Là, il aurait gardé carrément les 3 milliards et ne rien donner. Non, c'est-à-dire... Il peut être embarrassé. Il peut être embarrassé, c'est vrai. Quand on est embarrassé, c'est parce que quelque part, on se reproche soi-même quelque chose. Comment on peut expliquer le silence de M. Faure Gnassingbé par rapport aux 29 milliards de la télévision? Comment on peut expliquer ça? Il y a plein de projets. Les surfacturations, on fait un petit immeuble qui pour... Monsieur Eric, tu peux prendre 600 millions pour réaliser. On te dit que c'est l'État qui a construit, ça fait 3 milliards. Et avec ça, on nous dit de continuer. Si M. Faure Gnassingbé n'est pas impliqué, qui nous situe? Merci beaucoup, Abi Alpha Isotou. Loïc, et puis on parle politique. Non, mais tu sais, je t'ai dit que, moi je dis au départ, l'idée de ce projet est bonne. Je ne vois pas un seul Togolais dire que ce n'est pas bon d'assurer nos élèves. C'est vrai. Et je crois que c'est pour ça que le président s'est engagé. Mais derrière, il y a eu trop de malversations. Que des gens fuient avec de l'argent. Non, ça, je n'ai pas cette preuve. Qu'il y ait de l'argent, qu'il y ait des mouvements sur les comptes. Voilà, je n'ai pas la preuve que les gens fuient avec de l'argent. Mais j'ai la preuve qu'il y a eu des mouvements bancaires sur des comptes privés des personnes autour de ce projet. Et des mouvements qui ont même c'était suspect même pour des banquiers. De voir, oui, mais tu ne gagnes pas cet argent et puis paf, on voit cet argent comme, comment on dit ça, comme de la lunate, comme la loterie, bien comme une manne tombée du ciel sur ton compte bancaire à un moment où on vient de lancer un projet autour duquel toi aussi tu es. On a vu ça, on a ces preuves-là. Maintenant, moi je dis, des élèves ont été, et comment vous appelez ça, assurés, certes, mais je dis la magouille autour est énorme, que si Faure Gnassingbé sait que c'est comme ça, il va taper du poing sur la table. Attendez Loïc, comment est-ce que le président n'est pas au courant? Mais tout à l'heure, on n'a pas parlé d'un photographe aux Nations Unies, un doyen ne nous a pas parlé. Le président est le plus renseigné du Togo. Oui, on lui sert ce qu'on veut lui servir. C'est aussi ça. C'est pour ça, ailleurs, c'est dangereux. Non, oui, mais c'est pour ça. Tu sais, c'est dangereux. Excuse-moi. Oui, mais il y a des structures qui sont là, qui se saisissent de l'affaire aussi. Oui, qui ne font pas leur boulot aussi. En plus, par exemple. Tu sais. Pourquoi pas? Le procureur même peut se saisir s'il veut. C'est au Togo que ça ne se fait pas comme ça. Ou alors l'Assemblée nationale peut aussi diligenter une enquête parlementaire. Il y a l'inspection d'État. C'est aussi un des défauts ou bien une des choses, excuse-moi, que les gens reprochent un peu à l'entourage du président, un peu, certains lui reprochent, c'est-à-dire le manque de contradiction, de confrontation. Quand un rapport vient, c'est vrai que souvent il y a le rapport de la gendarmerie, celui de la police. Pour la sécurité de l'État, je crois qu'il y a assez de contradictions. Mais sur la gestion des affaires de l'État, il faut parfois confronter les gens. Il faut les confronter. Parce que c'est facile de dire que la presse ment. Maintenant, il faut confronter telle personne, j'ai tel dossier, tel est venu me dire ça, mais tu le confrontes, tu n'écoutes pas et tu... Un petit peu comme ce qu'il y a devant, le général faisait à l'époque. Oui, beaucoup apprécient, parce que ça évite le mensonge, que tu mens dans le compte de quelqu'un. Maintenant, revenant au gars, je dis, quand tu prends au gars, allez-y, ça vous demander aux gens qui suivent les assurances. Aujourd'hui, cette société est pratiquement en faillite. Allez-y, vous demandez, c'est les sous là qui la tiennent debout même. Va te renseigner au gars là, quel est par rapport aux sociétés d'assurance, quel est son état de santé. Va te renseigner. Mais les gens, il ne faut pas faire du blaguet-tuer avec nous.
nous disions, nous voulons un bon Togo. Un Togo prospère, un Togo qui a de l'ambition. Et comme c'est écrit dans le PND, mais à une seule condition pour y arriver, il faut que au maximum, on ne peut pas l'interdire à 100% que au maximum, il y ait de la transparence autour des projets. Merci beaucoup, monsieur. Je voulais qu'on parle maintenant politique très rapidement sur la question avec la libération de certains détenus politiques ces derniers jours. Hier, notamment, puisque en Conseil des ministres, cette semaine, le gouvernement togolais l'avait annoncé, le président de la République avait quand même la possibilité constitutionnelle de libérer, on appelle cela la grâce présidentielle, ça a été fait. C'est une bonne chose, on va dire, et ça pourra décrypter, on va dire, le climat politique, Ferdinand. Oui, je pense qu'il fallait le faire depuis parce que c'était dans les revendications de la C14 et puis les facilitateurs n'avaient pas cessé de le rappeler à toutes les rencontres. Il fallait libérer les gens, il fallait prendre les mesures d'apaisement. Je ne sais pas quel plaisir on prend à maintenir les gens aussi longtemps que possible en prison, à détruire la vie de certains pour enfin dire bon, on leur accorde la grâce présidentielle parce que tous ceux qui ont été libérés il y a quelques jours, personne ne sait dans quel état ils sont. Et il y a ceux qui certainement ont perdu leur boulot, ceux qui sont dans une situation de santé très fragile. Moi, je voudrais juste donner le cas des deux jeunes, des deux responsables de Nubuki qui ont été libérés hier à Lomé. Oui. Et je me pose même la question de savoir est-ce que leur libération est-ce que c'est pas l'une des raisons de leur libération, parce que vous savez, quand ils sont en prison, ils sont souvent malades et donc il y a des médecins requis par l'État ou les juges qui vont les consulter, et il y a un qui a eu une infection pulmonaire très grave. Ah oui. Et dans le rapport que le juge, le médecin a rendu aux autorités, et j'ai une copie de ce rapport-là, il est bien dit dans le rapport en conclusion que le pronostic vital de ce garçon est engagé et qu'il peut mourir à tout moment. C'est comme ça que c'est écrit. Et donc, est-ce que c'est pas pour ces raisons-là que ce matin, il a fallu rapidement qu'il soit pris en charge dans un hôpital pour essayer de voir si on peut le sauver. Donc, je ne comprends pas pourquoi, parce que s'il mourait en prison, ça devait être un problème pour l'État. Est-ce que c'est pas pour ça qu'on le libère? Et donc, moi, je me dis... quelqu'un chez qui on a trouvé, eux-mêmes ils ont dit des jumelles, des trucs qui ne travaillent même pas, que son petit frère a abandonné chez lui. Ça ne travaille même pas. On met ça dans un dossier, on dit que matériel de guerre. Et on emprisonne des gens pour ça. Et 1 an, 2 ans. Et la personne sort totalement dans un état démoli. Et nous sommes fiers dans ce pays de faire ça à des gens, à des proches, pour dire oui, c'est parce que c'est la politique. Je suis très triste parce que... on aurait pu faire autrement que ce qu'on vient de faire là. Fabrice, sur la question de libération, pour décrypter la tension politique, parce que ça fait partie quand même des revendications, il faut le rappeler aussi bien de la C14. La mesure d'apaisement. Oui, maintenant je ne sais pas si c'est une suite favorable aux revendications de la C14 ou alors c'est un geste isolé du chef de l'État. Bon, de toutes les façons, ils sont... Il y a eu une grâce présidentielle il n'y a pas longtemps avec 400 quelque chose détenus qui, pour la plupart, sont des petits voleurs qui sont encore revenus à des camps, hein, Oui, Ferdinand a donné une autre raison. Nous émettons des hypothèses. Je suis d'accord, c'est une hypothèse. La C14 a réclamé également. Je dirais aussi qu'Odjo aussi a exprimé le vœu de voir les gens libérés. Ça peut aussi être... Ça, bon, de toutes les façons, il faut se rendre compte quand même que des libérations ont été faites, c'est déjà une bonne chose. Je crois que le jeune Folie Sativi aussi, il n'est pas libéré. Ça aurait été aussi qu'il fasse partie et ça aurait été intéressant. C'est le droit commun, donc ils ne sont pas concernés. Oui, bon, donc je crois que on peut, quelles que soient les circonstances, on ne peut pas militer en faveur de la rétention de quelqu'un en prison. C'est surtout que quand ce n'est pas lié à un crime, il n'a pas tué, il n'a pas volé. Bon, pour le reste, si c'est des prisonniers d'opinion, je crois que leur place est beaucoup plus dehors pour le débat politique à l'intérieur. Bon, aujourd'hui, ils sont libérés. Il y en a également qui sont encore en prison, qui ne sont pas encore libérés. Bon, on souhaiterait que cette grâce-là se poursuive pour que ça puisse atteindre
ces gens-là qui ont perdu la liberté depuis des années. Oui, Loïc. Non, mais tu sais, honnêtement, il faut saluer la libération. Moi, je ne vais pas chercher le geste. Je ne vais pas chercher une poux, un truc, je ne sais pas. Il est malade, que le monsieur est malade, Ferdinand vient de nous l'apprendre. Dans ce pays, il peut mourir en prison, il peut même mourir dans la chambre du chef de prison, il n'y aura rien. Sois sérieux, je sais de quoi je parle. Dans ce pays, à Kadia, ou comment il s'appelle là, le gars de l'ANC, il y avait un monsieur de l'ANC qui est mort à la gendarmerie en prison. Il y a Kanou, oui. Il est mort, il n'y a rien eu. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu tollé général, et puis après, ça s'est calmé. Donc, saluons et encourageons. Le président de la République a pris cette décision qu'il continue par libérer les prisonniers politiques qui sont encore là-bas. Oui, environ une trentaine. Voilà. Et surtout les principaux qu'on connaît là, les sativiques qui n'ont rien à faire en prison parce qu'ils n'ont rien fait, il faut avoir le courage de le dire. Rien. Asiva Johnson aussi qui est condamné. Le cas de Sativi me préoccupe plus. Il faut libérer les gens. Il faut libérer. C'est-à-dire que... Tu comprends? Il faut saluer cette libération et continuer par souhaiter que ça soit libéré, comme a demandé Kodjiro, qu'on libère d'autres. C'est la seule manière d'apaiser aussi le pays. Abi Alpha. Oui, je crois que par rapport à... Parce qu'avant les 44 là qui viennent de sortir, il y avait eu une grande vague de libération, de libération à plus de la 300aine. Je crois que par rapport à ça... De 400. Oui, c'est ça. Par rapport à ça, c'était vraiment cette libération de plus de 400, je crois 444 ou bien 454. Il faut carrément appeler les choses par leur nom. C'était un désengorgement des prisons. Parce que quand tu vas dans ces milieux aussi, et tu vois la cellule, pour combien elle a été conçue, combien elle contient actuellement, tu comprends. Là, c'était un désengorgement, c'est ça qui justifie. Et nous avons l'information, je l'ai dit tout à l'heure, qu'à Décon, il y en a plein qui étaient en prison, les gens libérés. Et depuis quelques jours, ces petits bandits s'organisent encore dans les environs de Décon pour voler. Tout le monde les connaît. C'est pourquoi je dis que c'était un désengorgement. Je donne une information qui est réelle. C'est les voleurs de petits portables. Il y a certains qui aiment les voir dehors. Actuellement, il y a un danger en pleine ville. Je vais vous dire, quand vous sortez, faites attention dans les environs. Décon, ils sont là, vous les verrez à 3, 4. Quand ils tapent sur votre véhicule, surtout ne vous arrêtez pas. C'est très dangereux. Je continue en disant que c'était un désengorgement, qu'on ne le dise pas autrement. Les 400 et quelques là, ça, moi, on ne peut pas me convaincre du contraire. La preuve actuellement, quand tu fais une petite enquête dans les différents centres de détention, une bonne partie parmi eux sont déjà retournés. Tu comprends, non? Par exemple, celui qui a tué à Notier. Oui. Ce sont 12 heures après sa libération. Il a tué. Il est allé pour voler pendant l'opération. Ça a mal tourné. Il a ôté la vie à quelqu'un. On ne peut pas. On l'a arrêté. On ne peut pas me dire qu'après cette arrestation, il est chez lui. Il est retourné à la prison civile de Notier. Donc il y a plein qui sont retournés. Donc voilà des opérations que dans un état normal, on n'a pas besoin de mettre sur le coup de la politique. C'est un devoir républicain d'avoir des prisons. C'est vrai, la prison, on ne peut pas construire une prison à l'image d'un paradis pour aller faire dormir celui-là qui est c'est-à-dire qui a fauté. Mais quand même, quand tu rentres dans nos centres de détention, allant de Tchévier, Mango, Lomé ici, quand tu rentres dans ces milieux-là, tu ne souhaites pas même au pire de tes ennemis qu'il fasse son 12 heures là-bas. Donc c'est ça maintenant par rapport à ceux qui viennent de sortir les 44 là. Moi je connais plein qui sont sortis malades. Je connais des formations politiques qui sont en train de prendre en charge la santé de beaucoup qui sont sortis. Il y a des gens qui sont sortis très malades actuellement. Ils sont sortis hier, là vous avez vu les vidéos, les photos, avec tout ce que vous avez vu comme scène de l'US là derrière. C'est ça, certains sont sortis. Très bien. Tu vois, donc moi je pense qu'on peut éviter ça. On ne peut quand même pas garder des gens à un moment donné de la vie. Et puis, au départ de cette histoire-là, mais la C14 ne s'est pas levée pour réclamer la libération des prisonniers. Quand la C14 a commencé, ces mouvements, il n'y avait pas de prisonniers. Donc, voilà une parenthèse qui est rentrée et les gens ont voulu l'utiliser pour déplacer les débats. Malheureusement, ça n'a pas marché. Bon, maintenant, ils en ont fait des otages.
Et on est en train de libérer les otages. Ouais, c'est les otages, ça c'est clair, Ce qui s'est passé, ça ressemble à une prise d'otages. C'est-à-dire quand tu regardes le schéma qu'applique l'Israël et ce qu'on nous applique ici, c'est deux choses qui se ressemblent comme des frères jumeaux. D'accord, merci beaucoup Abi Alpha. Oui, une minute. Est-ce que le gouvernement a toujours motivé ces libérations? Je crois que non, c'est dans l'interprétation, les gens parlent de libération pour apaisement. Effectivement, les 400 du mois de janvier, c'est un truc qui revient très souvent en fin d'année pour désengorger les prisons. Même ces libérations-là, je ne sais pas s'il est... Je crois que le ministre Bawara était clair que c'est pour calmer dans une interview. Oui, je dis ça, le communiqué ne le dit pas. Ça, c'est l'interprétation du ministre Bawara. Ça participe à l'apaisement, oui. Mais on n'a pas dit quelque part que les gens qui ont été libérés en janvier dernier, c'était pour l'apaisement et autres. Ils ont dit grâce présidentielle, les gens sont sortis. Mais non, ça peut contribuer à beaucoup de choses, mais ils ne l'ont pas dit spécifiquement que nous le faisons parce que tel a réclamé ou alors nous voulons que la situation politique se calme. Bon, aussi faut-il qu'elle se calme. Naturellement. Et je veux que maintenant qu'on s'intéresse à Monseigneur Philippe Fano Kokozo. Nous avons une dizaine de minutes pour revenir sur sa dernière sortie. Beaucoup de commentaires dans l'opinion et au niveau de la presse également. Loïc, on a pris plaisir à lire votre sujet hier. Où pour vous, aujourd'hui, il constitue une boussole? Oh, oui, ben, rien à dire. Ah oui? Dans une société, on est dans une société pratiquement la nôtre où beaucoup d'intellectuels, beaucoup de personnes d'autorité morale ont démissionné. Ont démissionné pour orienter et guider le peuple. Sauf que la dernière fois, il a distribué les bons et les mauvais points. Justement, tu sais pas, j'en disais, c'est pour ça que je dis aux gens, et je faisais un tweet pour dire que chacun en a pris pour son grade. Bien sûr. Ok? C'est cela, la boussole qu'il est. Il ne peut pas à son âge se taire face à certaines choses, parce que lui-même l'a dit, bientôt, peut-être il va mourir, il faut quand même qu'il dise certaines choses. Et je crois qu'il est dans son rôle. Et moi, quand je vois les gens s'agiter de gauche à droite, je dis, mais ils s'agitent pourquoi? Parce que quand tu suis les propos et tout ce qu'il a dit sur le document de 16 pages, quand tu le lis, il n'a épargné personne. Maintenant, naturellement, quand on vous fait des reproches, quand vous êtes deux personnes, il y a pour quelqu'un qui est un peu plus... tu comprends? Oui, bien sûr. Et en cela, il le dit, le plus fort ne peut pas continuer par piétiner les gens indéfiniment. Donc il doit rouler forcément pour quelqu'un. Non, mais pourquoi? Justement, c'est le problème. J'ai dit, les gens qui voient ça, ça les regarde. Moi, je dis, il y a des choses avec les camps de Black Bart. Si les gens, pour leur petit ventre, leurs petits intérêts, voient la vérité mais ne peuvent pas la dire, ça les regarde. Ça les regarde. Kodjo n'a fait que son boulot. Maintenant, si les gens trouvent qu'il roule pour quelqu'un, ça les regarde. Il roule pour qui finalement? Si pour tout le monde a pris pour son compte, il roule pour qui? Quand même, un peu de quand même. Oui, mais en même temps, si certains ont pris plus que l'autre, forcément, il peut y avoir des interprétations. Mon frère, quand tu lis le Coran, quand tu lis la Bible, et je ne sais pas Torah, mais c'est toujours comme ça. Quand il y a le plus fort, il y a le plus petit peut avoir tort autant, mais le plus fort est toujours celui qui a tort. Quand ça ne va pas dans une maison, quand tu rentres tout de suite, ou dans une maison ça ne va pas, c'est d'abord le responsable de la maison, on cherche, même s'il n'est pas là. C'est à lui, on imputera après, on dira il y a ça parce que, même si à 100% ce n'est pas ça. Alors, lui, ce qu'il a dit hier, comme me dit, moi, tu sais qui reproche quelque chose à Kodjo dans ce qu'il a dit, qu'il dise une ou deux phrases dans ce qu'il a dit, qu'il trouve que ça peut être pour quelqu'un. Arrêtons ça. Et moi, notre pays, ça permettra à d'autres qui sont là, qui ont envie aussi de parler, de dire, de s'exprimer. Ça libère les énergies. On a besoin de ça pour notre nation, pour nos enfants. On a tous besoin que de temps en temps, on ait une boussole qui nous guide et qui ramène tout le monde à l'ordre. Et il y a cette forme d'obsession également. Il prend la parole depuis quelque temps, un petit peu comme la conférence des évêques du Togo. Monseigneur Kodjo a dit qu'il faut que la CET se comporte désormais comme la CENCO en RDC. Est-ce que c'est pas un élément? La CENCO a fait quelque chose de mauvais? J'en sais absolument rien. Ferdinand, vu d'en parler à Fabrice. Vous avez parlé de la grande sortie de Kodjo. Je pense que ce que Kodjo a fait ces derniers temps, c'est la meilleure des choses qui puissent nous arriver, parce que nous faisons partie de ceux qui interpellent généralement s'il y a encore des sacs dans ce pays, des gens d'un certain âge,
à se prononcer sur l'état de déconfiture morale de notre société, les valeurs qui sont dans les valeurs qui sont dans les caniveaux. Il faut que des gens, à un moment donné, se disent mais non, on ne peut pas laisser le pays aller dans tous les sens comme ça. Et donc c'est la meilleure des choses qui puissent nous arriver ces derniers temps. Et je pense que comme Loïc l'a dit, chacun en a pris pour son grade. Il n'a pas fait une fixation sur un camp par rapport à un autre. Et il a dit les choses tout cru. Et sa sortie a l'air d'un testament. Et puis celui-même le dit. Il dit que il est au soir de sa vie, il va retourner vers son créateur. Et donc il ne peut pas se permettre de se taire par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans la société, cette société qu'il a vu naître et tout ça. Moi je dis, l'Église, tel que le pape le dit généralement, les encycliques, on le lit, tout ça, est du côté du peuple. L'Église était toujours du côté du peuple. Et ces derniers temps, le pape invite tous les prélats, le clergé, à s'engager du côté du peuple. Alors, si le pouvoir émane du peuple ou si le pouvoir est du côté du peuple, l'Église sera forcément du côté du pouvoir. Suivez bien mon analyse. Hein. Si tout pouvoir dans tout pays est du côté du peuple, naturellement l'Église sera du côté du pouvoir. Et donc, ce que Kodjuro a fait est tellement bien que moi je ne pense pas qu'il roule pour quelqu'un. Quand il prend M. Fogna Singbe, il lui dit toutes les vérités. Quand il lui dit de libérer son frère Pacha, il ne roule pas pour quelqu'un. Il roule pour la vérité. Il roule pour la justice. Quand il prend les opposants et puis il leur parle, il leur dit les choses qu'ils font, tout ça, il dit la vérité à tout le monde. Maintenant, à chacun de prendre ce qui l'intéresse dedans et d'essayer de faire un effort pour mettre ça en valeur. Et quand on dit le pays est en train d'aller vers des lendemains incertains, il faut s'asseoir pour essayer de régler les problèmes définitivement, il faut faire les réformes, il faut faire ceci. Ça ne veut pas dire, nous avait fait peur. Ça ne veut pas dire qu'on roule pour quelqu'un. On avait pensé que lorsqu'on organisait les élections du 20 décembre, le Togo va chavirer. Hein, il s'est rien passé. Oui, c'est toujours de la responsabilité de cette personne-là d'avertir, de dire attention, il y a danger devant. Si le danger n'arrive pas aujourd'hui, ça ne veut pas dire que demain le danger ne viendra pas. Donc c'est un jeu de... On éveille les gens pour dire les gouvernants, faites attention, ne tirez pas trop sur la corde. Vous voyez, essayez de vous entendre pour faire évoluer le pays. Donc je pense que quand vous lisez la déclaration, Loïc le dit, elle est très dense, elle est profonde et elle s'adresse à tout le monde. Certainement que certains en ont pris plus que d'autres, mais chacun est concerné dans cette affaire. Le peuple même est concerné, puisqu'il a dit au peuple, arrêtez de prendre de l'argent pour voter pour des convictions que vous n'avez pas. Donc il en a donné, il en a distribué à tout le monde. Tout le monde a eu les hypercutes. Voilà. Fabrice. Oui, mais moi, ce qui me dérange dans ça, je ne sais pas pourquoi on a peur qu'on dise qu'il roule pour X ou Y. Ben, si vous estimez en âme et conscience que quelqu'un est dans le bon chemin, vous pouvez exprimer également vous aussi vos préoccupations. Si ça vous rapproche de X ou Y, ce n'est pas un problème. Si vous estimez que celui à qui ça vous rapproche est dans une logique normale que vous partagez, moi je ne pense pas qu'il y ait problème. Kodjuro est libre de prendre position sur des sujets d'actualité politique et ces prises de position peuvent le rapprocher d'un camp ou d'un autre. Mais est-ce que le fait que ça le rapproche soit de l'opposition ou du pouvoir est une mauvaise chose? Moi, je crois pas que le débat sur pour qui roule-t-il, forcément, nous tous on l'a lu, on l'a écouté. Il y a des moments où on sent qu'il dit des vérités à tout le monde, mais au finish, on peut se rendre compte qu'en réalité, il prend position pour tel. Mais maintenant, est-ce que sur cette prise de position, ce qu'il dit, c'est le contenu qu'il faut contester? Est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Je crois que c'est beaucoup plus là le débat. Mais Kodjuro, moi je crois qu'en réalité, c'est vrai qu'il s'est adressé à tout le monde, mais je crois que Kodjuro aussi, j'ai l'impression que il y a une sorte de regret pour n'avoir pas atteint un objectif, puisque vous savez qu'il était un peu à l'avant-garde des luttes politiques dans les années 80. Avec la conférence il a dirigé la conférence nationale souveraine, qui était un élément déterminant qui devait permettre à la démocratie de s'asseoir. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a eu beaucoup de choses, démocratiquement parlant, mais au bout de l'objectif, il y avait cette question d'alternance que beaucoup considèrent qu'aujourd'hui, cette alternance n'a pas été obtenue. Et j'ai l'impression qu'au soir de sa vie, il a l'impression qu'il y a une sorte de symphonie inachevée par rapport à un projet dans lequel il était. C'est pour ça qu'il veut être présent dans le débat? Oui, non, pas qu'il doit être présent dans le débat, mais j'ai l'impression qu'il se dit qu'il était à l'avant-garde d'un combat qui n'a pas abouti à ce qu'il voulait. Et au soir de sa vie, et quand vous prenez un peu la fin
de son propos, il dit enfin, ça serait vraiment une bonne chose pour lui de voir l'alternance avant de mourir. Et donc aujourd'hui, oui, il critique tout le monde, mais il a l'impression qu'il a aussi une part de responsabilité dans ce qui est arrivé, parce que l'objectif au bout, l'alternance n'a pas encore été atteinte, et aujourd'hui, il prend position pour ceux qui souhaitent l'alternance à la tête du pays. Ça, ça, il ne l'a pas caché. Il a demandé à la conférence des évêques du Togo de s'organiser comme la Senko. Et là aussi, quand il parle de cette organisation, la Senko, ce ne s'est pas limité à des prières dans les églises pour pouvoir obtenir ce qu'elle a obtenu. Elle a pris des dispositions sur le terrain, elle a contrôlé les élections et ça a donné ce que ça a pu donner, même si on estime que c'est pas la vérité des urnes, mais au moins Kabila n'est pas là. Et donc je crois qu'aujourd'hui, sur ce côté, il a pris position clairement pour ceux qui souhaitent l'alternance. Maintenant, est-ce qu'on peut lui en vouloir pour ça? Il est libre de... Au niveau du pouvoir, on parle aussi de l'alternance. Non, voilà, pour l'alternance, j'allais dire que l'alternance, je crois que même au niveau du pouvoir, tout le monde parle de l'alternance. Comment tu peux dire tout le monde parle de l'alternance? Des gens disent que nous aussi, oui, mais c'est peut-être que pas tout le monde. Il y a des gens que le statu quo orange. Bien sûr. Fabrice, tu as raison. Allez-y, bien le faire. Moi, je permettais que j'invente cet adage pour dire que la vérité n'a pas de position, elle s'adosse aux événements. Donc, si aujourd'hui, on me fait la preuve que dans telle ligne, Monseigneur Kodoro a menti, on va faire débat. Si moi je ne trouve pas un grain de mensonge dans ce qu'il a décrit, qu'il s'est adossé aux événements pour décrire les faits, moi, je trouve que c'est un faux débat. Maintenant, c'était long à lire, mais c'est pertinent. Quand tu commences, tu n'as pas envie d'arrêter. Donc ça veut dire que tu es forcé d'aller jusqu'au bout. C'est clair, c'est un vieux qui dans ses parce que lui est en train de dire qu'il est dans ses derniers jours, mais rien ne prouve que nous sommes ici là. Il partira avant nous. Maintenant, la mort ne tient pas compte de Dieu venu quand. Donc, moi, je pense que il a encore de l'énergie à vendre, il a encore de la sagesse à vendre, du moral qu'il a partagé. Mais il a touché un point qui a toujours fait débat et qui pimente, qui taraude toujours les échanges dans le bas peuple. Je crois qu'il faut que les hommes politiques, surtout de l'opposition, en tiennent compte. Il a parlé de cette mauvaise habitude à prendre l'argent chez l'adversaire, soi-disant pour le combattre. Je crois que ce vieux de octogénaire a tout dit et il a précisé que si l'information est vérifiée, or il y avait déjà ce débat qui circulait, même à un moment donné, dans la coalition même, il y a des membres qui ont fait qui ont fait des vidéos, bien des audios pour dénoncer certaines choses. Je crois qu'il faut qu'on commence par se dire la vérité et que ceux-là qui savent en tout temps comme ça à un moment donné du parcours, parce que c'est très facile. Nous disions dans une de nos parutions que c'est très facile aujourd'hui de lancer le caillou aux chefs d'État qui ont fait le désordre dans notre dossier, soit disant que celui-ci aurait pris l'argent, celui-ci aurait pris la mallette. D'accord, c'est bon, mais vous les opposants qui êtes devant, quand vous-même vous acceptez prendre des prébendes, aujourd'hui que les chefs d'État ont pris plus gros, en quoi vous allez les projets? C'est en cela que moi j'invite ces membres de la coalition qui quelque part auraient accepté ça, parce que dans ce processus où tout le monde est fatigué d'un système où les gens se cherchent, c'est que si on utilise le mandat qu'on nous a donné pour accepter de l'argent de la part de l'adversaire, il faut qu'il m'a donné qu'on le reconnaisse, si c'est prouvé que ceux qui l'ont fait à un moment donné s'arrêtent pour présenter les excuses à l'opinion. Puisqu'il est presque l'heure, je voulais quand même lire quelques messages avant qu'on se sépare. Il y a un auditeur qui nous dit la sortie de Kodjo est à saluer, il n'a pas roulé pour quelqu'un mais plutôt pour le peuple, nous dit l'auditeur. Il y a un autre qui nous dit non. Est-ce que Kodjo, à son âge, a encore besoin de quelque chose? Il veut voir l'alternance comme la charte de la CEDEAO le veut. Où se trouve sa faute dans cela, nous dit donc l'auditeur. Un autre qui nous dit, est-ce que Kodjo a dit, est-ce qu'il a menti? C'est la question qu'il faut se poser, donc dit l'auditeur. Il y a un autre qui nous dit,
Je reviens sur la marche de la C14 samedi passé. Au lieu de dire échec ou abandon, je préfère qu'on mette pression sur l'Assemblée et le gouvernement pour répondre aux réalités. Même si un seul Togolais sort pour manifester, prenons ça en compte que de voir des millions de manifestants. Un autre auditeur qui nous dit: nous avons déjà bouclé presque le premier semestre sur les 9 mois que compte une année scolaire. Et si le projet Scolassure n'a pas encore commencé, quand commencera-t-il? S'interroge l'auditeur. Il y a un autre qui nous dit: ils sont au carrefour, bénéficier sitôt aussi. Je ne sais pas ce que veut dire l'auditeur. Alors, un dernier message. Ça, c'est pas bon. Il faut choisir. L'assurance scolaire est un tonneau vide. On comprend rien, dit donc l'auditeur. Il y a un autre qui nous dit: cette idée n'est pas bonne parce que, à bien voir, l'INAM assure déjà les enfants des fonctionnaires publics et même la caisse de sécurité assure ces mêmes enfants. Ces 3,5 milliards peuvent servir à l'équipement des écoles, nous dit donc l'auditeur. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ben, écoutez, merci beaucoup. Merci. Oui, merci Eric. Bon, merci à tous les confrères. Merci à Abi. Loïc, merci beaucoup. Fabrice, merci d'être là. Oui, sauf que tout le monde n'est pas fonctionnaire. Pour que ça soit pris en charge par l'INAM. C'est vrai. Il faut faire d'abord un audit. Il faut faire un audit. Ramasser les gens. Voilà, nous aurons le courage de citer mettre la pression. Ceux qui ont pris, ceux sur lesquels il y a eu des mouvements sur leur compte. Tout cela, il faut les dénoncer parce que ce pays doit avancer. On trompe trop le président de la République. On attend votre article la prochaine fois, Loïc, sur le sujet. Merci donc à vous tous. Merci également à Dia Prospect qui assure la coordination technique. Appelez-moi à Saint-Rigator. On va dire... Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.